Bonjour à tous. Deuxième partie, le scandale des ventes d'armes par la France aux despotes. Tout d'abord, premièrement, la vente d'armes par la France s'est bien faite à des États qui bafouent les droits de l'homme. Depuis plus de 50 ans, la France, le pays des droits de l'homme, vend des armes à des régimes qui comptent parmi les plus brutaux et les répressifs de la planète. Non sans avoir violé près de la moitié de la vingtaine d'embargos émanant de l'ONU, de l'Union européenne ou de l'OSCE. C'est l'une des raisons pour lesquelles la France est aujourd'hui le troisième exportateur mondial de matériel militaire. Elle était même en deuxième place pour 2015-2016 devant la Russie, alors que la demande explosait partout dans le monde. Ceci avec des contrats très lucratifs signés en particulier auprès de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de l'Égypte ou de la Turquie, avec soutien financier à l'industrie de l'armement. Ces situations, on la doit d'abord à la politique arabe. Une politique développée par la France dès décembre 1969 avec la livraison d'une centaine d'avions de combat Mirage dans le plus grand secret à la Libye de Mouammar Kadhafi. Dictateur, bien sûr, dont on savait pertinemment qu'il était arrivé au pouvoir par un coup d'État, mais qui devenait fréquentable pour son argent. Des Mirages d'ailleurs qui auraient été prêtés par la Libye à l'Égypte, selon Israël, lors de la guerre du Kippour en 1973. Preuve avancée, 2 Mirages auraient été descendus et retrouvés dans le Sinaï. Évidemment, c'est une politique dangereuse et tortueuse, justifiée d'abord par la nécessité économique d'exporter pour une industrie militaire. Mais c'est également un prétexte hallucinant, argué noir sur blanc dans le livre blanc sur la défense nationale de 1972. Quel est donc ce prétexte ? Je vous le donne en 1000. La France aide ces pays, en réalité, à s'émanciper en, je cite, assurant librement leur défense, sans avoir recours aux puissances dominantes de chacun des deux blocs. C'est beau. Edmond Maire, le secrétaire général de la CFDT à l'époque, remettait les pendules à l'heure. Je cite, « Si la France est le troisième exportateur mondial d'armes, c'est parce qu'elle s'est faite le fournisseur attitré de nombreux régimes fascistes, dictatoriaux, racistes ou colonialistes à travers le monde. » Au fond, quand on y réfléchit bien, rien de plus normal quand on veut vendre un maximum d'armes. Cette situation, on la doit également à Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, qui, à partir de 2012, a imposé une nouvelle méthode. Je cite, « Industriels, diplomates, militaires, tout le monde doit parler d'une même voix. » Régulièrement, donc, les différents acteurs se réunissent au sein d'un comité des exportations de défense, le COMED, pour accorder leur violon sur les prix, les performances ou les conditions de vente et d'utilisation, et pour ne jamais salir la valeur de la marque France. La force de l'offre française, c'est de proposer à l'exportation ce que les autres hésitent parfois à vendre à l'étranger. Des satellites espions ou des missiles de croisière au Moyen-Orient, au risque de voir ces systèmes très sophistiqués proliférer dans une région explosive. L'industrie française accepte d'adapter ou de co-développer des matériels à la demande du client. Autrement dit, du sur-mesure militaire. L'État français assure la formation, le suivi, le service après-vente et souvent l'entraînement des militaires étrangers dans les bases françaises ou sur place, au travers de partenariats comme ceux noués avec la marine égyptienne. Tout ceci, vous en conviendrez, ressemble à s'y méprendre à une privatisation nauséabonde de l'État, une marchandisation iconoclaste de la défense nationale, version marketing ou force de vente.
avec toute la résonance que cela peut avoir aujourd'hui au vu de la suppression du corps diplomatique décidée tout récemment par Emmanuel Macron. Nous y reviendrons dans un prochain article. Quelques exemples à présent, si vous le voulez bien. Commençons par le Yémen. Oui, la France tue aujourd'hui au Yémen. Elle a permis à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis de tuer des milliers de civils au Yémen depuis 2015. Ce que la France a longtemps nié par divers mensonges d'État. Par exemple, Florence Parly, la ministre des Armées, a répété le 20 janvier 2019, je cite, « Nous n'avons récemment vendu aucune arme qui puisse être utilisée dans le cadre du conflit yéménite. » Mais Disclose prouve le contraire, publie le rapport secret de la DRM, Direction du renseignement militaire, et provoque, semble-t-il, la colère de la ministre. Elle estime que ces journalistes sont, je cite, en infraction avec toutes les règles et les lois de ce pays, et les poursuit immédiatement pour compromission du secret de la défense nationale. Une tempête dans un verre d'eau, puisque finalement la justice française abandonne cette procédure en janvier 2020, la ministre indiquant alors, pour sauver l'honneur, que l'infraction est constituée, tout en menaçant les journalistes de nouvelles poursuites en cas de récidive. C'est une intimidation inadmissible. De plus, Emmanuel Macron déclare en 2021, je cite, avoir des garanties sur le fait que les armes françaises ne sont pas utilisées dans le conflit, sans jamais rendre publiques ces garanties. La France fournit donc des armes qui ne servent à rien, qui ne sont jamais utilisées. Oui, bien sûr. En vérité, nous pouvons le dire, il y a bien eu 10 milliards d'euros de matériel militaire qui ont été vendus par la France à l'Arabie Saoudite entre 2010 et 2019, et plus de 4 milliards d'euros aux Émirats Arabes Unis. Canons longue portée César, chars Leclerc, Airbus ravitailleurs, alors que des milliers de civils sont tués par des attaques aériennes. Cela fait vraiment penser à l'Ukraine. Ce qui a contribué aussi à la famine de millions de Yéménites du fait d'un blocus maritime des forces saoudiennes, au point que l'on ait pu parler de la pire crise humanitaire au monde, selon l'ONU en 2018. 3 millions d'enfants ont souffert alors de malnutrition, obligeant une grande partie de la population à dépendre de l'aide humanitaire. N'en déplaise à la France, sans aucun état d'âme sur ce qu'elle a créé, ces entreprises continuent à former des soldats saoudiens et son gouvernement a tout fait pour convaincre l'Allemagne de reprendre avec elle les exportations coûte que coûte d'armes, notamment sur des équipements qui nécessitaient l'autorisation des deux pays. Deuxième exemple, la Turquie. Oui, la France a vendu à Ankara pour plus de 600 millions d'euros d'armes en 2020, alors même qu'elle soutenait officiellement, tenez-vous bien, la Grèce en lui fournissant également des Rafales. La France a donc joué cette fois-ci sur les deux tableaux et elle a aggravé la situation en armant les deux pays. Puisque nous savons, les relations entre les deux pays restent extrêmement tendues depuis l'invasion de Chypre par la Turquie en 1974. Aujourd'hui, la France semble s'être rangée du côté de la Grèce et l'Allemagne de la Turquie. Mais les deux alliés de l'Union européenne soufflent sciemment sur les braises d'un conflit qui pourrait éclater demain, en alimentant tous deux une course à l'armement qui semble sans limite. Pour preuve, le 19 janvier 2022, Athènes a fêté l'arrivée des 6 premiers Rafales sur les 24 que doit livrer la France d'ici 2023.
Si l'on ajoute à cela la vente des frégates françaises Bellara, la facture pour la Grèce s'élève à plus de 5 milliards d'euros. Ceci au surplus d'un parc hallucinant de chars d'assaut, plus que l'Allemagne et la France réunies. Rendez-vous compte pour la Grèce. Mais ce n'est pas tout. Et des avions constituant la plus grande force aérienne de l'Union européenne. On se demande bien ce que la Grèce pourrait en faire un jour. Le tout en considérant cette fois-ci la responsabilité de la France, suivant le cas de figure, en parfaite violation des conventions internationales. Notamment, je cite, le respect par le destinataire des armes vendues des engagements internationaux. Le respect des droits humains à l'évidence, ou, de manière encore plus flagrante ici, la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale, spécialement en fournissant des armes à tous les belligérants il y a à peine 2 ans. Troisième exemple, l'Afrique du Sud. Un cas sévère. N'oublions pas que la France a fourni pendant des décennies des armes au régime raciste sud-africain en violation d'un embargo international. Rendons hommage ici aux travaux très éclairants du chercheur sud-africain Henny van Vuren, directeur de l'ONG Open Secrets, auteur également du livre Apartheid, Guns and Money. Une enquête, l'air de rien, menée sur la base de plus de 2 millions d'archives et de nombreuses interviews dévoilant les volets les plus secrets de l'apartheid. C'est là qu'on y découvre, tenez-vous bien, que c'est à Paris que le pouvoir ségrégationniste blanc de Pretoria a créé en 1974 un bureau clandestin au sein de son ambassade, qui servait de point de passage pour acheter des armes dans toute l'Europe occidentale. Eh bien, les autorités françaises étaient au courant et participaient activement au système. Pour contourner l'embargo, la France proposait à Pretoria de faire transiter les armes par le Zaïre, future République démocratique du Congo, la RDC. L'alliance s'enracine même par le biais des services de renseignement, d'industriels et d'hommes politiques dans le plus grand secret. De manière hallucinante aussi, en 1987, Paris offre des prototypes de missiles Mistral dernier cri dans l'espoir qu'ils soient testés par les Sud-Africains sur les Angolais, avec qui ils sont en guerre. En 1988, c'est en plein cœur de Paris que la bien connue militante ANC Dulcie September est exécutée de 5 balles dans la tête près des locaux de son parti. Mais pourquoi donc? Eh bien, parce qu'elle enquêtait sur le trafic d'armes illégal entre le régime de l'apartheid et la France, qui impliquait, on le saura bien après, également les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Hommage également à cette lanceuse d'alerte dont le crime n'est toujours pas à ce jour élucidé. Souvenons-nous enfin de l'entreprise publique sud-africaine Armscor, qui disposera pas moins de 844 comptes bancaires dans 196 banques d'au moins 27 pays, dont la Suisse et la Belgique, qui joueront les premiers rôles au sein d'un des plus vastes schémas de blanchiment d'argent jamais élaborés, auquel la France n'était pas étrangère. Et oui, cela a bien existé. Concentrons-nous à présent sur le volet de l'absence de contrôle démocratique des ventes d'armes par la France. C'est un volet extrêmement important qui nous renvoie à notre responsabilité citoyenne, démocratique, à réguler, empêcher, filtrer ce genre de bassesse humaine. Depuis plus de 50 ans, en fait, nos gouvernements refusent que ce commerce mortifère fasse l'objet d'un débat public. Et pour cause,
au vu des affaires d'État rappelées. En langage plus policé, il est argué que le contrôle de la vente d'armes pose le problème de la compétitivité dans un contexte concurrentiel renforcé. De jolis mots qu'il faut confronter à la présentation sans appel d'Amnesty International. Amnesty International rappelle à juste titre que la production de rapports nationaux sur le sujet devrait être un élément crucial pour renforcer la transparence sur le commerce international des armes, et qui reste en réalité entouré du plus grand secret. Ces rapports devraient comprendre au minimum les types de transferts, exportation, importation, le montant financier des transferts, la quantité et les types d'armes concernées, mais également les pays de destination, bien sûr, les utilisateurs et l'utilisation finale, puisqu'on a vu qu'ils pouvaient passer entre de mauvaises mains entre-temps, les dates des autorisations et livraisons, les acteurs facilitant le transfert, courtiers, intermédiaires, divers. Encore le nombre et le type de licences refusées, ainsi que les motivations détaillées des refus. Ils sont à l'évidence la base d'un contrôle démocratique par les députés, mais aussi d'un droit de regard des médias et de la société civile pour garantir que les gouvernements respectent bien leurs engagements internationaux. C'est pourquoi il faut savoir qu'en tant que membre de l'Union européenne, la France doit contribuer au rapport annuel de l'Union européenne sur les exportations d'armement de ses États membres. On doit savoir qu'en tant que partie au TCA, la France doit également remettre son rapport annuel au secrétariat du traité au plus tard le 31 mai de chaque année. Enfin, on doit savoir que la France participe au registre des armes classiques des Nations Unies, et cette participation, bien que volontaire, bien que se faisant avec plus ou moins de régularité, permet d'avoir une meilleure transparence. Dans cette optique, oui, le ministère des Armées doit, en parallèle, présenter chaque année avant le 1er juin, un rapport annuel au Parlement sur les exportations d'armes, couvrant l'année précédant sa publication. Il s'agit d'une obligation fixée par la position commune de l'Union européenne sur les exportations d'armes, tout en rappelant que ces procédures sont malheureusement l'exception, car le Code de la défense en France pose un principe très clair. Les ventes d'armes sont interdites à des États non membres de l'Union européenne, comme la Russie. Comme la Russie. Or, pour la première fois, en 2018, la France n'a pas remis à la date imposée au secrétariat TCA son rapport annuel sur ses livraisons d'armes en 2017. De même, en 2019. Elle n'a pas non plus remis au Parlement, avant le 1er juin 2018, son rapport annuel sur les exportations d'armement couvrant l'année 2017. Et ce, pour la seconde fois. De même en 2019. Il s'agit pourtant d'une obligation fixée par la loi numéro 2013-1168 du 18 décembre 2013. Elle est contraignante, on ne peut s'en passer. De plus, le processus d'évaluation précédant la délivrance de licences d'exportation est totalement confidentiel. Les licences accordées ne sont pas publiques. Leur contenu, leurs conditions ou restrictions, leur date de délivrance restent inconnus. Il est ainsi impossible de savoir si des licences ont été suspendues, annulées ou abrogées en raison de la survenance d'un risque, ou si, au contraire, tout est accordé avec risque zéro. Quant au rapport annuel au Parlement, rien ne permet de savoir précisément quel matériel militaire et quelles prestations d'assistance technique ou de formation ont fait l'objet de licences d'exportation, ou de contrats et de livraisons effectives vers tel ou tel pays. Encore moins de savoir quel était le destinataire, l'utilisateur final ou le type d'utilisation. C'est donc le no man's land, le tabou complet, le secret défense royal.
Faut-il ajouter que le Premier ministre Jean Castex a publié un décret seulement l'année dernière ouvrant la voie à la création d'une commission dédiée au contrôle des ventes d'armes. Mais cette nouvelle instance, qui pourrait faire joli sur le papier et peut-être même dans la réalité, qui devait publier cette année un contre-rapport à celui du ministère des Armées, n'a toujours pas vu le jour. Enfin, de fait, le Parlement n'exerce aucun contrôle sur les ventes d'armes autorisées par le pouvoir exécutif, alors qu'il en a la faculté, et cela serait même, vu la situation ubuesque, bienvenu. Alors, nous voulons montrer que tout ceci ne s'arrête pas là, et nous irions y rajouter le comportement assez particulier du gouvernement français, capable de torpiller un contrôle parlementaire. Comment s'y est-il pris? Eh bien, prenons un exemple. Le 17 novembre 2020, une note du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, la SGDSN, vient contrecarrer vilement les propositions d'un rapport parlementaire favorable au contrôle démocratique de la vente d'armes. Avec les députés en charge, Jacques Maire de la République En Marche et Michel Tabarot des Républicains. Le SGDSN, directement rattaché à Matignon, a pris soin de classer la note confidentielle défense, premier niveau de secret défense, avant de la transmettre au cabinet d'Emmanuel Macron, à Matignon, au ministère des Armées, mais également des Affaires étrangères et de l'économie. Une note très synchro qui intervient à la veille de la publication du dit rapport parlementaire qui prévoyait, ni plus ni moins, la création d'une commission parlementaire intervenant a posteriori sur les grands choix de la politique d'exportation de la France. Mon Dieu, mais c'est impensable pour le gouvernement, qui se devait absolument de réduire à néant une telle mesure attentatoire à sa liberté de commerce d'État. La note précise sans détour que si la commission parlementaire devait malgré tout voir le jour, elle ne devait en aucun cas obtenir un suivi précis des transferts d'armes. Car cela pourrait, je cite, mener à une fragilisation du principe du secret de la défense nationale, ainsi que du secret des affaires et du secret lié aux relations diplomatiques avec nos partenaires stratégiques. Autrement dit, que veut à tout prix l'État? Mais protéger ses clients du risque d'une soi-disant politisation accrue des décisions qui nuirait aux affaires et provoquerait même, je cite, une fragilisation de notre crédibilité, de notre capacité à établir des partenariats stratégiques sur le long terme, et donc de notre capacité à exporter, et donc de vendre, quand la raison économique devient raison d'État. Avec en ligne de mire, bien sûr, des pays comme l'Arabie Saoudite ou l'Égypte, ce dernier étant le principal client de la France en 2019. La note relayait également l'inquiétude au plus haut sommet de l'État vis-à-vis de la volonté parlementaire de convergence entre les représentants des différents parlements de l'Union européenne, ce qui aurait permis pourtant une meilleure coopération entre États membres. Mais c'est bien sûr trop risqué pour le gouvernement, qui y voit, je cite, le risque d'un effet de bord exposant notre politique à des enjeux internes propres à certains de nos voisins européens. Nouveau prétexte, car ce commentaire vise surtout à éviter les tensions qui existaient alors avec l'Allemagne, ayant mis en place un embargo, toujours en cours d'ailleurs, sur ses ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Pourquoi? L'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul. Or, tenez-vous bien, cette décision de bon sens est incompréhensible pour Emmanuel Macron. Il déclare que les ventes d'armes, je cite, n'ont rien à voir avec M. Khashoggi. Il ne faut pas tout confondre. Précisant même que cette mesure est une pure démagogie. Toujours est-il que le problème allemand évacué, il faudrait encore, selon cette note, se débarrasser du véritable ennemi des affaires militaires,
Les institutions européennes, oui, les institutions européennes, considérées comme hostiles à nos intérêts dans le domaine du contrôle des exportations sensibles. Ce qui est le comble quand on y pense, pour un pro-européen affiché tel qu'Emmanuel Macron. Alors, on en arrive facilement à la conclusion qu'il vaut mieux que cette commission parlementaire, bien sûr, ne voie jamais le jour, sinon à contrecarrer les intérêts français en matière de commerce international et de vente d'armes. Pour y parvenir, la note s'y prend subtilement. Elle dissuade gentiment les députés de poursuivre leur travail. Un doigté diplomatique vicieux, pour soi-disant les protéger contre un piège tendu à eux-mêmes. Comprenez, je cite, les parlementaires impliqués dans le contrôle des exportations ne pourraient pas répondre aux demandes de transparence et se retrouveraient de facto solidaires des décisions prises. En d'autres termes, s'il leur prenait de vouloir contester la politique de vente d'armes de la France, les élus seraient de toute façon soumis au secret défense. Inutile donc qu'ils perdent leur temps. Le tout avec une ligne de communication commune et bien orchestrée qui soutiendrait pour parer la médiatisation du rapport et les réactions des ONG. CQFD. En conclusion, voilà donc comment a pu être empêché le contrôle démocratique de vente d'armes par la France, permettant à des États autoritaires de tuer impunément des civils, en Ukraine comme ailleurs. Au vu de l'ampleur et de la gravité des faits, il est grand temps que les journalistes, les parlementaires, les citoyens s'emparent de cette question à bras-le-corps. Que cache la face immergée de l'iceberg secret défense des ventes d'armes par la France dans le monde? Que dire lorsque le marchand d'armes tue et empoche au nom de la France des milliards d'euros sur le dos de milliers de civils massacrés? C'est un pur scandale. Mais c'est aussi une affaire d'État. Nous devons demander des comptes aux responsables de ce que j'appelle des crimes de guerre par procuration, au nom de toutes les victimes sacrifiées sur l'autel de la rentabilité géostratégique optimale. Et cela vaut bien aussi d'en parler sans délai dans le débat d'entre-deux tours.